C'est donc le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté royale. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Écoutez ces citations. Pour mon argent, je veux des politiciens qui n'ont pas peur d'enfreindre un régime qui détruit les êtres humains. Si les directeurs ne sont pas d'accord avec la formule de financement, je m'attends à ce qu'ils repoussent les tentatives. Les directeurs et les bureaucrates doivent dire non à la province. Ce sont les mots de notre première ministre libérale sur les fermetures d'écoles que maintenant ce gouvernement met en place. Ma question, c'est pourquoi est-ce que la première ministre n'a pas fait un 180 dans son ton? La première ministre, le député établit exactement la raison pour laquelle j'ai fait campagne pour une carrière dans le public. On faisait face à un gouvernement. Intervention du président. Député de Renfrew à l'ordre. Et si ça continue, nous allons passer aux avertissements. Je suis prêt. Continuez. Monsieur le Président, il y a eu des milliards de dollars qui ont été retirés du système d'éducation dans cette province sous les années Harris, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé un mandat public. Et en fait, il y a plusieurs députés ici qui ont fait campagne au provincial en raison de la dévastation qu'a laissé derrière lui le gouvernement Harris. Je suis fière, nous avons reconstruit notre système d'éducation. 68 des élèves sont diplômés. Intervention du président. Arrêtez la pendule. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Complémentaire. Monsieur le Président, encore à la Première ministre, je ne pense pas que les familles, les enfants qui sont en dehors aujourd'hui en manif croient à ces mots-là. Une autre citation de cette même Première ministre: une priorité du gouvernement McGuinty, c'est que les bonnes écoles restent ouvertes. On a demandé au conseil scolaire d'imposer un moratoire sur les fermetures d'écoles afin que le gouvernement puisse développer un nouveau outil pour donner plus de pouvoir aux communautés de prendre la décision. Il y avait un moratoire et c'est la première ministre actuelle qui demandait un moratoire sur la fermeture d'écoles. Mais en ce moment, quand les parents, les enfants demandent à avoir un moratoire, le gouvernement n'écoute pas ces préoccupations. Pourquoi ils ont changé l'idée quant au moratoire? Monsieur le Président, oui, quand nous sommes arrivés au pouvoir, comme j'ai dit, il y avait une dévastation dans le système d'éducation de cette province. C'était nécessaire d'avoir un moratoire en place pendant que les directives étaient mises en place. Vous savez, Monsieur le Président, je sais que c'est difficile et que ça a été depuis des décennies pour les conseils scolaires de prendre des décisions sur les fermetures d'écoles ou des fusions potentielles. Ce sont les décisions les plus difficiles. Mais ce moratoire a été levé, en partie parce que les conseils scolaires disaient on ne peut pas gérer nos conseils scolaires, sauf si on peut prendre des décisions au meilleur intérêt des enfants, le personnel, le nombre d'écoles, etc. Et cela veut dire, quand il y a des écoles qui sont construites, il faut fermer les écoles. Mais dans la réponse complémentaire finale, je vais parler des options. Merci. Encore une fois, à la Première ministre. La Première ministre a dit qu'il y avait de la dévastation quand elle était candidate. Moi, j'ai une statistique ici, et le gouvernement doit l'entendre plutôt que de chahuter. Selon la bibliothèque législative, ce gouvernement libéral a fermé 100 écoles de plus que le gouvernement conservateur précédent a envisagé de le faire. Et ils posent un bilan faramineux quant aux fermetures des écoles. Sa première ministre disait que c'était la première ministre de l'Éducation. Interruption du président, ça vient des deux côtés, le bruit. Veuillez compléter. La vérité blesse et c'est pourquoi les gens réagissent du côté du gouvernement. Cette première ministre a dit qu'elle est venue en éducation
en politique à cause de l'éducation, mais il a fermé 100 écoles de plus que tout autre gouvernement précédent. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La première ministre. Alors, Monsieur le Président, dont il faut parler, c'est 810 nouvelles écoles qu'on a construites et 780 nouvelles écoles qui sont en développement. Et il y a eu des écoles construites dans les circonscriptions partout dans la province, dans les communautés rurales du Nord, de banlieue et urbaine. Et il y a eu de rénovation de 780 écoles, en plus de 810 écoles. Je comprends que la fermeture d'écoles ou consolidation de 2 écoles, c'est tout un défi pour les conseils scolaires. Je sais aussi qu'on a de bons exemples dans cette province où les conseils scolaires, où on a maintenu les édifices parce qu'il y a eu de la coopération. On a besoin de plus et on a besoin d'argent pour le faire. Le député de Leeds-Grenville, s'il vous plaît. Le chef de l'opposition pour une nouvelle question. Ma question s'adresse à la première ministre. Demain, c'est une journée importante. Les libéraux déposent leur premier budget équilibré selon les allégations, mais je partage les préoccupations du directeur général des financiers et de la vérificatrice générale. On dit que c'est un jeu de passe-passe, c'est de la fumée des miroirs, ce sont des jeux. Le ministre des Relations avec les Autochtones et de la réconciliation. Alors, s'il vous plaît, je vais demander aux députés de retirer. Je ne veux pas arriver à cette accusation après le budget qu'on donne des accusations. Je voulais que vous retirez vos propos. Je les retire. Complétez la question. Peu importe le terme d'utiliser, les preuves que les hauts fonctionnaires indépendants disent que cela démontre que les chiffres du gouvernement n'ajoutent pas. Quand les choses n'ajoutent pas en Ontario, il y a juste un résultat. C'est des augmentations d'impôts ou des réductions des budgets. Si la première ministre pourrait partager avec la Chambre aujourd'hui, vu que les hauts fonctionnaires disent que cela ne fonctionne pas, est-ce qu'il y aura une augmentation d'impôts ou des réductions de services? Réponse de la première ministre. Je sais que le chef de l'opposition sera dans l'Assemblée législative et va entendre le budget demain. Vu sa perspective conservatrice, serait content que les livres de la province sont en équilibre. Et vous le verrez comme un élément positif. Mais je vais dire, mais où nous sommes différents, c'est ma perspective et notre perspective. Un budget équilibré, ça veut dire qu'on a l'occasion de bâtir sur le fondement qu'on a mis en place déjà dans cette province. On a bâti l'infrastructure, les routes, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les transports en commun. On a investi dans l'éducation des enfants et l'indication des étudiants postsecondaires. Maintenant, avec un budget équilibré, on a une responsabilité d'assurer qu'on répond aux besoins des gens dans cette province, dans cette économie mondiale incertaine, et c'est exactement ce qu'on va faire. Question complémentaire? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire? Monsieur le Président, si c'était un budget équilibré, en fait, je serais content, mais quand les hauts fonctionnaires disent que les chiffres n'ajoutent pas, ça soulève des alarmes partout dans la province. Le ministre du Travail, alors, s'il vous plaît. On va arriver aux avertissements. Nous sommes juste à quelques pauses. Monsieur le Président, le ministre des Finances a dit qu'il va avoir un choc pour le financement de la santé, mais le directeur de la responsabilité financière dit que le gouvernement devrait réduire ses budgets si on avait un budget équilibré pour arriver à l'objectif. Ma question à la première ministre, à qui est-ce qu'on doit croire, le directeur de la responsabilité financière ou le chef de cuisine Souza?
Interruption du président. Arrêtez la pendule. Alors, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Le député sait qu'il est mieux. Je demande à ce qu'on mentionne les gens par la circonscription ou son titre. Cela ne va pas se répéter. La première ministre, le ministre des Finances. Et on a une recette pour le succès, Monsieur le Président. Je ne suis pas compte à mes responsabilités sont de maintenir le décorum dans cette Chambre. Si n'importe quel député qui est contre, ce n'est pas quelque chose que j'aime pas. Calmez-vous, s'il vous plaît. Prenez cet accessoire, s'il vous plaît. Je suis responsable du décorum dans cette Chambre. J'apprécierais de l'aide, s'il vous plaît. Le ministre. Monsieur le Président, les numéros, les chiffres répondent à ce qui se passe. Il y a une augmentation des recettes, une croissance économique. On dépasse le Canada, les États-Unis, les G7 et on équilibre les livres. On les équilibre l'année prochaine et l'année suivante et on investit dans la population ontarienne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. On passe à des avertissements. Et si je n'ai pas de l'aide, je me donne moi-même de l'aide. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, encore une fois, la Première ministre, la réalité que personne croit à cette recette que le ministre des Finances avance. Personne croit à cette recette-là. Je vais partager ce que le directeur de la responsabilité financière a dit. La prévision pour l'équilibre budgétaire a détérioré. Le budget de l'Ontario devrait continuer en déficit sur les 5 ans à venir. Est-ce que les libéraux le diront? Vous avez le directeur de la responsabilité financière qui dit une chose et le ministre des Finances dit quelque chose de complètement différent. À la première ministre, à qui est-ce que vous attendez que les Ontariens croient? Les hauts fonctionnaires indépendants ou le ministre des Finances? Réponse du Premier ministre. Des agences indépendantes au Canada, le Conference Board du Canada, par exemple, on a les chiffres les plus transparents au Canada ici en Ontario. À chaque année, l'opposition et les gens critiques disent qu'on ne va pas pouvoir équilibrer et on a excédé. Le député de Nipissing, vous êtes prévenu. On a dépassé les objectifs, on a été délibéré, on a été cohérent, on équilibre le budget. Et plus important, les gens qui le croient, c'est des gens qui ont des emplois aujourd'hui. 700 000 plus d'emplois depuis le début de la récession. C'est des familles qui veulent prendre soin de leur famille. Ça porte sur loi et on livre pour la population ontarienne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Nouvelle question, le député de Bermoudy-Gore-Malton. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que cette Première ministre croit qu'on devrait avoir de l'assurance médicaments universelle et publique? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, j'apprécie la question et le député d'en face sait que depuis quelques années, notre gouvernement
a avancé l'idée d'un programme pan-canadien d'assurance médicaments. Nous étions la voix la plus importante au pays qui défend un programme pan-canadien qui assure que tous les Canadiens ont accès aux médicaments qui sont très importants. Nous savons, Monsieur le Président, au moins une de 10 familles de cette une sur 10 familles dans cette province et dans le pays ne peuvent pas se procurer des médicaments parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Et c'est une question d'équité et qui a un effet sur les déterminants sociaux de la santé. C'est pourquoi on travaille en défendant une telle idée. Question complémentaire? Monsieur le Président, est-ce que la Première ministre pense que c'est une bonne chose que l'Ontario reste assis de côté et attend ce qu'on fasse pendant que la population de la province vide ses poches pour des médicaments pour sauver leur vie jour après jour? Réponse du ministre. Monsieur le Président, franchement, ce député est très en retard sur la question. On a travaillé avec des partenaires à travers le pays en défendant l'accès aux médicaments que le député d'en face récemment. Interruption du président. Le député de Hamilton Est, Stoney Creek, vous êtes averti. Le député d'Ancaster, vous êtes prévenu. Vous êtes averti. Veuillez terminer. Monsieur le Président, en dépit d'être en retard sur la question et jusque récemment trouver la possibilité de défendre l'accès aux médicaments, j'applaudis ce travail. C'est important pour tous les gens. On croit à l'équité dans la santé, aux déterminants sociaux de la santé. C'est important qu'on travaille ensemble. J'aimerais que le troisième parti y ait été il y a 3 ans ou même une année quand on luttait là-dessus. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, partout en Ontario, des gens ont des ordonnances qu'ils ne peuvent pas remplir. Ils doivent utiliser leur carte de crédit pour utiliser des pompes contre l'asthme pour leurs enfants. Ou souvent, ils n'achètent pas les médicaments nécessaires. Un plan néo-démocrate de l'assurance médicaments va sauver des vies. Mais parlons d'être en retard. Plutôt que de faire quelque chose, qu'est-ce que la première ministre a fait? Elle a envoyé le ministre à parler à Ottawa pour parler. Et l'année dernière, parlons de défense, dans le budget, on a réduit la couverture de l'assurance médicaments. C'est leur plan de réduire la couverture. Pourquoi est-ce que ce gouvernement est tellement coupé de la réalité de ce qui se passe dans la province? Réponse du ministre. Je m'excuse, mais je me souviens des choses différemment. On a ajouté 170 000 plus d'aînés qui payaient une franchise de 100 $ et qui payaient des frais modérateurs de 6 $. On a ces 170 000 des aînés qui ont le plus faible revenu et on a enlevé cette franchise annuelle. Et les 6 $ ont été changés à 2 $. Ça a ajouté un impact pour les personnes les plus vulnérables de la province. Et on va continuer à défendre un programme d'assurance médicaments et je suis content que le troisième parti veut appuyer nos efforts dans ce sens-là. Merci. Nouvelle question, la députée de Kitchener-Waterloo. Merci. Peter Thurley vit au centre-ville de Kitchener. Interruption du président. Je veux rappeler les gens. S'ils ont oublié, quand je suis à l'avertissement, la prochaine chose, c'est que je nomme les gens en les expulsant. Et vous êtes obligés de sortir pour vous rappeler cela. Je vais résoudre les problèmes si vous continuez. Ma question s'adresse à la première ministre. Peter Thurley vit au centre-ville de Kitchener. Il a eu une chirurgie sérieuse qui a sauvé sa vie parce que l'assurance santé a fonctionné. Mais il paye 1 000 $ par mois des médicaments dont il a besoin parce qu'il n'a pas un programme d'assurance médicaments. Peter a été obligé d'arrêter de travailler parce qu'il s'est remis. Il n'a pas de couverture
couverture d'assurance médicaments. Sa femme en a. Ils ne savent pas comment ils vont payer les médicaments de Peter. Peter m'a dit que chaque dollar que sa famille dépense pour des médicaments vient directement du budget de l'alimentation. Est-ce que la première ministre pense que une province aussi riche que l'Ontario, c'est une bonne chose ce qui se passe? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, on a un programme excellent qui s'appelle Trillium, qui est accessible à tous les Ontariens et Ontariennes qui se trouvent dans une situation très difficile d'abordabilité des médicaments. Si c'est coûts et c'est un programme basé sur les revenus. S'il y a des coûts exorbitants, il ne peut pas se souvenir. Il a une place où ces personnes auxquelles ces personnes peuvent s'adresser. Ils peuvent déposer une demande et ils vont recevoir de couverture. Et j'encourage, et je suis sûr que la députée d'en face connaît ce programme qui existe depuis de longues années. Travaillez avec vos concitoyens, je dis à la députée, pour voir si ce programme ou d'autres pourraient aider ce concitoyen. Les néo-démocrates ontariens ont apporté ce programme Trillium. Vous n'écoutez pas. Peter avait un bon emploi et sa femme a un bon emploi, mais du fait qu'il est malade, ça les a forcés à prendre des décisions difficiles. On entend des histoires qui viennent des États-Unis, pas du Canada d'habitude. Les néo-démocrates veulent réparer cela. Votre gouvernement va attendre Ottawa. Est-ce que la première ministre peut expliquer à Peter et sa femme pourquoi ils devraient attendre dans cette province-ci? Le ministre. Monsieur le Président, j'apprécie le fait que les néo-démocrates ont eu Trillium. C'était aussi le même gouvernement qui a éliminé 10 de tous les médicaments qui étaient sur le formulaire. Ils ont enlevé beaucoup de médicaments qui n'étaient pas disponibles. Mais c'est important que les Ontariens comprennent les efforts qu'on a faits. Et on a eu beaucoup de succès en partie parce qu'il y a l'Alliance des produits pharmaceutiques pan-canadiennes. Il y a une bonne portion ainsi en Ontario, 700 millions de dollars d'épargne suite à la réduction du prix des médicaments parce qu'il y a d'achats en vrac et en groupe. On a réinvesti ces épargnes pour avoir plus de médicaments à accès. Nous avons plus de 4 000 médicaments sur le formulaire. Merci. Question complémentaire finale. Parler à Ottawa ne va pas aider les 2,2 millions de personnes qui n'ont pas de couverture. Le gouvernement libéral à Ottawa ne fait rien pour aider aux familles comme celle de Peter. Le gouvernement libéral ici ne fait rien pour ces familles. Avoir accès aux médicaments ne va pas être facilité à moins que l'Ontario ne fasse quelque chose. Nous sommes prêts à agir au sujet des soins pharmaceutiques. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'y croit pas? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, ministre. Je suis ravi de voir le changement d'attitude de la députée. Ce n'était que lors de dernières élections où le NPD s'est engagé à trouver 600 millions d'économies et lorsqu'on lui a avertissement au député de Hamilton Mountain que leur ministre de coupure trouverait des efficacités. Député de Kitchener-Waterloo est averti et elle a dit « Je vais commencer par la santé. Je suis ravi de voir son changement d'attitude. » Une question à la ministre de l'Éducation elle vient d'annoncer une tournée en matière de fermeture d'écoles dans les petites communautés. C'est une question de contrôle de dommages. Je veux savoir si la ministre n'a pas
consulté communautés auparavant. Pourquoi est-ce qu'ils devraient vous faire confiance? La ministre, merci. Je remercie le député d'en face de sa question. Je sais qu'il y a des parents qui sont ici pour parler de leur communauté scolaire. Il est très important d'écouter les parents, les élèves et entendre ce qu'ils ont à dire. Et je veux dire clairement, je comprends l'importance des écoles aux communautés locales. Chaque élève, chaque parent, chaque éducateur s'intéresse de la réussite des étudiants. Et c'est pourquoi nous avons lancé des consultations, parce que avertissement aux députés de Niagara. Nous voulons nous assurer d'entendre les idées, l'information émanant des parents. Nous voulons continuer à nous assurer de fournir la meilleure éducation complémentaire. Merci. Vous devriez avoir honte. Vous ne les aviez pas consultés avant la fermeture de quelques 600 écoles. Je voudrais savoir, dans l'esprit de confiance, pourquoi est-ce que la ministre n'a pas inclus des membres du Parti conservateur à ces tournées. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La ministre, le député d'en face propose une chose qui n'est pas vraie. La semaine dernière, j'étais à Markdale et vous y étiez. Rien ne vous exclut. Ces rencontres ont pour but de nous assurer de fournir la meilleure éducation possible. J'ai dit clairement aux municipalités qu'on cherche des solutions innovatrices. On veut que les commissions travaillent ensemble. Si vous regardez Terrace Bay, les conseils scolaires catholiques partagent une école primaire qui leur permet de partager les bibliothèques et les laboratoires. Merci. Nouvelle question. Toronto Danforth. Question au Premier ministre, à la Première ministre. Pardon, l'année dernière, le ministre d'énergie a nié qu'il y avait une crise en matière de tarifs d'électricité. Elle n'a agi qu'en état de crise. On a une nouvelle crise à compter du 1er mai. Les familles vont perdre leur électricité. Est-ce que c'est combien de familles vont perdre l'électricité? Ministre de l'Énergie, merci. Je me fais un plaisir de parler de ce que fait Hydro One. Hydro One, qui a des millions de clients, prolonge le moratoire jusqu'à la fin du mois de mai. Ce sont d'excellentes nouvelles et ceci indique que Hydro 1 travaille de pair avec ses clients. Ils auront la possibilité de bénéficier des économies dont toutes les familles, les petites entreprises et autres auraient jusqu'à un rabais de 25%. Et pour ces familles dans le nord et dans les régions rurales, ce sera entre 40 et 50%. Ils vont avoir des économies importantes contrairement à leur projet.
et les autres ne comptent pas. Encore une fois, la Première ministre, si une famille utilise le gaz naturel, elle a accès à jusqu'à 1 000 $ de secours, mais beaucoup de familles rurales n'ont pas accès au gaz naturel, doivent utiliser l'électricité qui est plus coûteuse et le gouvernement ne leur offre que 600 $. Pourquoi est-ce qu'elle pense qu'il est juste que ces familles n'aient pas accès à l'aide comme les autres? Premièrement, le ministre, ce gouvernement agit partout. Je ne sais pas d'où cette personne nous parle, mais lorsqu'on parle du Nord et des régions rurales, il n'a probablement pas écouté, mais je vais lui rappeler que c'est une réduction de 40 à 50 %. Et en plus de cela, si ces familles qualifient pour le programme soutien, ils peuvent avoir 50 % de plus leur dû. Donc ces familles voient une réduction importante. Dommage que n'ont pas de programme. Une question au ministre de l'Énergie au sujet de mes commettants à Davenport. Une annonce a été faite au sujet des nouveaux taux. Nous avons donc un conseil qui gouverne le secteur. Ils établissent les taux pour que les Ontariens sachent à quoi s'attendre. Comme vous le savez bien, notre gouvernement a reconnu que les Ontariens cherchent des rabais. Notre plan est de réduire les tarifs de 25 % d'ici l'été. Est-ce que le ministre peut éclaircir l'impact sur les Ontariens? Merci, je vous remercie de cette question importante. J'ai été content avec la décision de commencer à réduire les tarifs le 1er mai. C'est l'étape suivante que nous allons voir pour réduire les factures de 25 % à compter de cet été sur une période de 4 ans. Donc, les factures vont baisser de 17 % à compter du 1er mai. Le reste de notre projet va entrer en vigueur cet été. Il faudrait réduire les taux à nouveau cet été pour que les Ontariens voient le plein avantage complémentaire. Merci au ministre. Notre gouvernement a entendu des Ontariens qui avaient des difficultés avec le coût de l'électricité. C'est pourquoi on a donné le pouvoir d'arrêter les coupures pendant l'hiver. Hydro 1 avait déjà interdit ces coupures et a lancé un programme de soulagement pour être mieux focalisé sur les clients. Hier, Hydro 1 a annoncé l'extension de leur moratoire d'hiver. Est-ce que le ministre peut nous dire quel en sera l'effet? Le ministre, merci à la députée. Hier, Hydro 1 a annoncé que leur moratoire d'hiver sera étendu jusqu'à la fin de mai. Ils vont travailler de près avec les clients qui ont des retards. Et ceci permettra aux clients de profiter des
économie en travaillant avec la compagnie pour s'assurer de se placer sur la bonne voie. Et ceci est une preuve de leur focalisation sur le client. Et Hydro 1 élimine certaines conditions de dépôt pour des individus et des entreprises. Et ceci va remettre de l'argent entre les mains de clients. La députée Nepean Clark, j'ai contacté le ministre de la Santé pour se joindre à moi à Ottawa au sujet des opioïdes. Nous avons une crise. J'ai travaillé avec notre responsable de la santé, Israël Levy, la semaine passée. Il y avait 15 surdoses dans l'espace de 112 heures. Il y en avait 13 pendant la fin de semaine. La première pilule peut être fatale. J'ai parlé au ministre à maintes reprises. Est-ce que le ministre va se joindre à moi à Ottawa, ministre de la Santé? J'apprécie les actions de la députée d'en face. C'est une crise nationale qui a des conséquences provinciales importantes. Et j'étais ahuri ayant vu le nombre croissant de décès suite à la présence accrue du fentanyl. Nous travaillons de près avec le maire. Nous aurons une réunion de tous les dirigeants municipaux sous ma présidence. Et la première ministre a assuré que cette réunion nous permettrait de travailler de plus près avec des instances locales. Il est important que les gens comprennent que nous avons dévoilé une stratégie très détaillée. Merci, complémentaire. De retour au ministre, chaque semaine, quand je rencontre Steve Cody qui a perdu son fils. Ce sont des personnes d'affaires qui sont les cofondateurs de We the Parents, qui rencontrent des centaines de parents et de jeunes qui ont pris ces pilules. Ce qui se fait ou bien ne marche pas, ou bien n'atteint pas les gens qui ont le plus besoin d'aide. Est-ce que le ministre peut s'engager à ce que les élèves soient avertis? Est-ce que le ministre va s'engager à dépenser des ressources? Parce que c'est le moment d'agir. Ministre de la Santé. Merci. Et je pense qu'il est important qu'on n'ait pas l'impression qu'on ne fait rien. On a engagé 1,5 million au centre de traitement Dave Smith à Ottawa. Et je dois dire que les députés de la région d'Ottawa travaillent de très près avec moi et avec la première ministre. Et à Ottawa, il y a plus de 80 pharmacies qui fournissent un traitement aux personnes qui souffrent de surdose. Et cette formation en matière de naloxone est gratuite. La députée de Nickelback. Soyons clairs, la première ministre, avec sa formule de financement des écoles, est une discrimination. Qu'est-ce que ça
veut dire pour nos enfants. Les enfants qui habitent à Geneva Lake devraient passer 3 heures dans l'autobus pour suivre leurs études en français. Ils ne veulent pas aller à l'école. Je sais qu'il y a des enfants qui se font moquer parce qu'ils ne peuvent pas pisser dans un autobus pendant 1 heure et demie. Est-ce que vous croyez qu'il est approprié d'avoir une vie sans école? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, notre priorité est de nous assurer à ce que chaque élève reçoive la meilleure éducation. Nous reconnaissons les défis et c'est pourquoi nous donnons plus de ressources que jamais avant. Ils vont recevoir 23,8 millions de dollars de subsides. Chaque commission scolaire va recevoir une augmentation. Les écoles rurales auront une augmentation de 1,. Nous voulons que les conseils scolaires aient les ressources nécessaires et c'est ça ce que nous sommes en train. Complémentaire, merci. Nos enfants souffrent à cause de cette formule, ainsi que nos communautés. Après la fermeture de l'école de Norton, le seul magasin a fermé ses portes et la seule station d'essence. Une personne a déménagé à Levac, mais ils ont fait maintenant que Levac serait la prochaine ville fantôme. Mais lorsque la ministre a entendu les peurs des parents à Levac, il l'ignore. Ils ont encore 300 écoles à couper. Que vont-ils dire aux parents inquiets de... Monsieur le Président, La formule de financement prend en ligne de compte les besoins particuliers des conseils scolaires ruraux. C'est pour ça qu'un montant de 1 200 $ par élève a été offert. J'ai visité les écoles au nord de la province. J'ai visité les écoles à Sioux Lookout. Et j'aimerais donc parler des politiques novatrices des conseils scolaires qui accordent une priorité aux intérêts des élèves. Un camp scolaire au nord ouvre une nouvelle école secondaire en partenariat avec le Collège Confédération et Firefly Mental Health en raison des besoins particuliers de cette collectivité. Ce carrefour est en train d'être créé afin de répondre aux besoins de ces élèves et donc ils auront accès à l'appui nécessaire. Nous appuyons le conseil scolaire en allant de l'avant. Nouvelle question, le député de Kitchener Centre. Merci. Cette question s'adresse au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Les investissements verts qui font partie de notre stratégie en matière de changement climatique seront bientôt mis en œuvre. Nous voyons le fruit de ces investissements. Par exemple, dans ma circonscription, il y a des audits énergétiques qui entraînent beaucoup d'économies pour nos commettants. Il y a un groupe à but non lucratif qui fait de la promotion de ces audits. Et donc, un représentant de cette entité est venu me voir pour discuter de ces programmes. Et le budget va financer cette initiative. Les évaluations énergétiques des domiciles prennent de l'ampleur dans ma circonscription. Et donc, mes commettants participent dans le cadre de notre plan contre le changement climatique. Ces investissements font baisser l'empreinte carbone des Ontariens. Le ministre peut-il nous parler de la valeur à long terme de ces investissements? Ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Merci.
peu étonnant. La région de Kitchener-Waterloo est aux avant-postes. Donc, ce programme est l'un des plus novateurs concernant les réductions de l'utilisation de l'électricité. Ce programme va entraîner une réduction d'1,6 million de tonnes de gaz à effet de serre. Et c'était en fait l'idée de la première ministre de faire ces audits afin de permettre aux Ontariens de comprendre les économies à réaliser. Nous en faisons 37 000. Il y aura donc une réduction importante des gaz à effet de serre et les coûts énergétiques des Ontariens seront aussi réduits. Donc, c'est tout à fait une situation excellente pour tout le monde. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse et de son leadership dans le dossier. Il y a beaucoup de gens à Kitchener-Waterloo qui l'appuient. C'est encourageant de voir que les Ontariens réalisent des bénéfices et luttent contre le changement climatique. Nous serons donc en mesure d'atteindre nos objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre et nous allons créer des emplois. Jusqu'à date, nous avons créé 40 000 emplois liés au secteur de l'énergie verte. Voici une statistique intéressante. Selon les rapports de défense environnementale et Blue Green Canada et l'Alliance de l'économie propre, ces investissements peuvent créer jusqu'à 32 900 emplois dans la province. Et selon la recherche, 24 autres emplois pourraient être créés en raison des économies. Le ministre peut-il expliquer l'importance de ces investissements concernant la création d'emplois? Le ministre, ça me fait plaisir de pouvoir parler des avantages sur le plan économique. Vous avez raison. Défense environnementale nous indique que les investissements à Toronto de 2,5 millions de dollars créeront 32 000 emplois hautement qualifiés en Ontario. Et donc, après la rénovation des immeubles en Ontario, probablement ce sera le programme le plus important de création d'emplois dans l'histoire de la province. Bien entendu, c'est une victoire pour nous, mais nous avons peur d'une panne partielle de la part des partis d'en face. Nous avons peur que le financement de ces programmes serait coupé par les partis d'en face, parce que le parti d'en face n'aime pas le système de plafonnement échange. Mais nous savons que les Ontariens veulent une victoire plutôt qu'une panne partielle. Nouvelle question, député de Parry Sound, Muskoka. Merci. Cette question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les gens du nord-ouest de la province ont une espérance de vie qui est de 2,9 ans inférieure à la moyenne provinciale. Selon Qualité Santé Ontario, les Ontariens du Nord sont plus probables d'avoir des problèmes cardiaques et ont un accès limité aux aliments, aux sains aliments. Les gens du Nord font face à un réseau de la santé qui limite leur accès aux médecins et aux tests. Selon un rapport du ministère, ces problèmes ont été identifiés en 2011. Le ministre, quand s'attaquera-t-il aux problèmes régionaux concernant l'accès au réseau de la santé? Le ministre de la Santé, c'est une question très importante. J'apprécie le dépôt du rapport de Qualité Santé Ontario qui a discuté des efforts nécessaires visant à s'attaquer aux problèmes. Il y a des éléments socio-économiques et c'est nécessaire de constater que les gens du Nord font face à des problèmes particuliers. Nous faisons des investissements très importants. Depuis le début de notre mandat, le financement des hôpitaux du Nord a été augmenté de 55 %. À Thunder Bay, il y aura un nouveau centre cardiaque qui va dispenser des soins chirurgicaux et cardiaques. Je voudrais donc remercier les députés de cette région qui ont travaillé d'arrache-pied pour réaliser la construction de ce centre. Complémentaire au ministre. Selon
les recherches du Journal de l'Association médicale de l'Ontario concernant les problèmes cardiaques. Les meilleurs Airlis se trouvent dans le Grand Toronto. Et au contraire, les pires Airlis se trouvent au nord. C'est tout à fait honteux que l'emplacement géographique détermine l'espérance de vie. Je vais assister à la conférence de l'Association municipale du Nord-Ouest. Et le ministre, qu'est-ce qu'il va dire aux gens des Airlis de cette région? Le ministre, nous continuons d'investir dans cette région. La première clinique dirigée par les infirmières praticiennes est située à Sudbury. Et si le député d'en face avait lu le rapport qui a évoqué le rapport de qualité santé Ontario, ce rapport nous a donné des informations tout à fait importantes. Et il y a des domaines dans lesquels des améliorations sont possibles. Nous avons fait un investissement de 157 millions de dollars. Nous avons fait baisser des temps d'attente. Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Moi, je m'intéresse au Nord en raison des défis particuliers de cette région. Il y a davantage qui peut être fait pour améliorer le bien-être des gens du Nord. Nouvelle question, député de Timmins Bay James. Cette question s'adresse à la première ministre. Nous avons vu les attaques sur le secteur forestier de la province. Le président Trump met en place des droits d'importation très difficiles pour ce secteur. En 2015, une décision du tribunal de commerce a déterminé que l'Ontario ne subventionne pas le secteur forestier. Et donc, les États-Unis ont essayé en 2015 de faire quelque chose que maintenant Trump essaie de faire dans les coulisses. Ça va donc être une situation très difficile pour les représentants du secteur forestier. Mais beaucoup de producteurs ne seront pas en mesure de faire face à cette attaque de la part de M. Trump. Madame la Première ministre, que ferez-vous pour aider les représentants de ce secteur? La ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci. Je tiens à remercier le député de sa question. C'est quelque chose qui est à la une. Je parle bientôt du secteur du bois d'œuvre. J'aimerais vous rassurer que nous sommes en solidarité avec le secteur forestier et nous protégerons les travailleurs de ce secteur durant cette période. Donc, l'imprévisibilité aux États-Unis ne devrait pas toucher le bien-être économique de la province. J'aimerais donc dire que nous sommes en train d'explorer des façons d'affronter ce problème. Et nous savons que le droit d'importation de 20 sur le bois d'œuvre est quelque chose de tout à fait injuste et nous allons déposer des mesures à cet effet. Nous travaillons avec nos partenaires fédéraux et nous avons demandé au gouvernement fédéral de mettre en place un programme de prêts complémentaires. Vous êtes arrivé en jeu trop tard. Vous réagissez maintenant. Nous avons déjà entendu de la part du Québec et de la Colombie-Britannique et votre réponse, c'est que nous allons dépendre d'Ottawa pour s'attaquer à ce problème. C'est un secteur particulier de notre province. Arrêtez la pendule. Mon point de vue n'a pas changé. Ce n'est pas utile. Veuillez poser votre question. Le secteur forestier est très particulier. Nous avons l'un des meilleurs au monde. Ce n'est pas subventionné. Nous avons des droits d'importation qui sont calculés selon le prix. Et nous aimerions donc protéger les intérêts de cette province. Et si cela signifie que nous ferons ce qu'a fait le Québec, ça ne sera pas un problème. Pouvez-vous nous rassurer que les 57 000 travailleurs de ce secteur ne feront pas face à l'inaction de la part d'Ottawa? Veuillez vous asseoir. La ministre.
J'aimerais vous dire que c'est une question qui relève de la compétence du gouvernement fédéral, donc c'est à eux de faire face à ce problème. Ceci étant dit, nous avons créé de nombreuses initiatives. Par exemple, 10 millions de dollars de plus pour le secteur forestier pour les coûts d'entretien et de construction des routes. Aujourd'hui, nous avons annoncé que 74 millions de dollars sera alloué pour mettre en place le programme d'accès routier qui vise à relier les collectivités éloignées du Nord au reste de la province. Nous avons engagé Jim Peterson qui va nous aider à faire face à ce problème. Nous avons rencontré des représentants du secteur qui ont demandé ces mesures et nous allons continuer de travailler avec le gouvernement fédéral pour demander ce programme de prêt. Nouvelle question, député de Trinity-Spadina. Merci au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Notre gouvernement soutient le secteur de la culture de la province. En raison du travail de nos artistes, nos musiciens, nos écrivains, nos enseignants, la culture est un secteur en pleine croissance. À Trinity-Spadina et à l'échelle de la province, notre gouvernement soutient la culture et ceci favorise la croissance de l'économie. Je suis heureux de poser une question à la ministre concernant une annonce qu'elle a faite. Elle a dit que les récipiendaires du Fonds de culture de l'Ontario, qui a pour but de promouvoir le tourisme culturel et qui a pour but de stimuler la croissance économique et de créer des emplois. À la ministre, peut-elle nous parler de ce fonds et des effets sur les entités d'art dans la province? La ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie le député de sa question et de son appui pour le secteur culturel de sa circonscription. Oui, j'étais au centre d'imagerie de Ryerson pour annoncer l'appui pour un festival comme le Festival de photographie de Scotiabank. Et donc, 45 entités des arts se feront attribuer 2,8 millions de dollars grâce à ce fonds. Et donc, ces entités comprennent Franco-Fête à Ottawa, A Taste of Greece à London, un festival de feux d'artifice à Timmins. Les récipiendaires de cette année vont commémorer le 150e anniversaire du pays et ce fonds permet à la province de promouvoir le secteur touristique. Merci. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse. Il y a grand nombre d'événements dans ma circonscription, par exemple le Festival du documentaire, et c'est l'événement le plus important du monde à cet effet. Et ceci promeut le secteur touristique de la province. L'année dernière, le ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport a créé la première stratégie ontarienne concernant la culture. Et les 4 objectifs sont de promouvoir la culture, l'inclusivité, de renforcer la culture au sein des communautés et de promouvoir la valeur des arts. Cette stratégie a pour but de créer un Ontario là où tout le monde a l'occasion de s'exprimer sur le plan culturel et là où l'on reconnaisse la diversité de nos origines. À la ministre, peut-elle nous parler des impacts économiques de notre appui pour le secteur culturel? La ministre, je remercie le député de sa question. Nous sommes tout à fait fiers de ce festival de films documentaires. Nous sommes tout à fait ravis de voir la tenue de ce festival. Et nous comprenons que les arts jouent un rôle très important dans nos vies. C'est une source de joie, mais c'est aussi une façon de promouvoir la croissance économique. Nous sommes fiers de notre réseau de l'éducation parce que les organisations à l'échelle du monde investissent en Ontario et partent de la qualité de nos diplômés et de nos réseaux de l'éducation. Mais la culture n'est pas seulement une source de joie, mais c'est une source d'emploi. 25 milliards de dollars à l'économie et plus de 280 000 emplois.
C'est tout à fait important pour le bien-être du secteur des arts et pour l'économie dans son ensemble. Nous sommes très fiers de nos artistes qui sont reconnus à l'échelle du monde. Nouvelle question. La députée de Thornhill, merci. Cette question s'adresse au ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse. Selon un rapport d'aujourd'hui, les enfants qui sont dans des familles d'accueil ont des résultats tout à fait décevants. Ils ont des problèmes sur le plan criminel, ont des enfants trop tôt et ont des problèmes sur le plan de la santé mentale. Si le réseau d'aide sociale aux enfants était parent, il se ferait priver l'accès à ces enfants. Le ministre, comment peut-il garantir que ces enfants auront la capacité d'atteindre leur plein potentiel? Je remercie la députée de sa question. Comme elle le sait, au cours des derniers mois, nous avons créé un nouveau projet de loi visant à mieux protéger les enfants et les familles de la province. Selon un rapport récent qui s'appelle « Une vision, une voix », qui étudie les jeunes noirs en Ontario, ici à Toronto, là où ils sont surreprésentés au sein du réseau des familles d'accueil. Et donc, la Direction contre le racisme étudie les groupes démographiques qui sont surreprésentés à Toronto. Les Autochtones et les Noirs constituent 50 des problèmes à cet effet. Nous travaillons donc avec les militants de ce secteur pour mieux permettre aux jeunes d'atteindre leur plein potentiel. Complémentaire. Le ministre, il est le parent légal d'environ 1000 enfants par an. Ces jeunes font face à des problèmes tout à fait importants et n'atteignent pas leur plein potentiel. Les attentes dans ce secteur doivent être plus élevées. Le nouveau projet de loi discute de la redevabilité, mais il y a quelque chose qui manque. Il n'y a pas une façon de déterminer si c'est un réseau qui est un parent efficace. Personne n'étudie les résultats des enfants et des jeunes qui quittent les familles d'accueil. Si le ministre ne mesure pas ces résultats, comment peut-il savoir si ces mesures portent fruit? Le ministre, merci. Je ne veux pas que ce soit une question politique, mais lorsqu'on parle de quelque chose qui manque, personne dans ce parti a parlé de la surreprésentation des enfants autochtones ou noirs au sein du réseau du bien-être des enfants. Nous avons créé la Direction contre le racisme et nous allons modifier les lois portant sur l'aide sociale aux enfants. Nous voulons qu'ils soient en mesure d'atteindre leur plein potentiel. Nous parlons de ces jeunes qui n'étudient pas, qui sont chômeurs, et il y en a beaucoup. Et nous avons une stratégie en place qui vise à leur donner davantage de possibilités d'emploi. C'est un gouvernement qui étudie des façons d'offrir des services nécessaires aux jeunes, et donc le gouvernement est très fier de son travail. Veuillez vous asseoir. Nous avons un vote différé sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 114, loi prévoyant des mesures contre le racisme. Convoquer les députés. Sonnerie d'appel de 5 minutes.
All members, please take your seats. Je demande aux députés de bien vouloir reprendre leur place. Je demande aux députés de bien vouloir reprendre leur place. Dans vos propres places, s'il vous plaît. Le 6 avril 2017, M. Coteau a proposé la deuxième lecture du projet de loi 114, prévoyant des mesures contre le racisme. Tous ceux qui sont pour se lèveront, attendront être nommés par le greffier. Mr. Mackey. Mr. Bradley. Mr. Del Duca. Mrs. Sandals. Mr. Souza. Ms. Wynn. Ms. Matthews. Mr. Hoskins. Mr. Shirelli. Ms. McCharles. Mr. McMeekin. Mr. Takar. Mr. Cole. Mr. Berardinetti. Mr. Delaney. Mr. Dillon. Mr. Murray. Mr. Chan. Mr. Moridi. Ms. Hunter. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Tebow. Madame Lalonde. Mr. Kadri. Mr. Dixon. Mrs. Mangat. Mr. Crack. Ms. Darmala. Mrs. McGarry. Mr. Morrow. Ms. Jassic. Mr. Zimmer. Mrs. Albanese. Ms. McMahon. Mr. Ballard. Ms. Naidu-Harris. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Dong. Ms. Hogarth. Ms. Koala. Ms. Molly. Mrs. Martins. Mr. Milchin. Mr. Potts. Mr. Rinaldi. Ms. Vernile. Madame de Rosier. Ms. McLeod. Mr. Arnott. Mr. Hardiman. Mr. Wilson. Ms. Jones. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Yakubuski. Mr. Miller Perry Samuskoka. Ms. Scott. Ms. Thompson. Mr. Bailey. Mr. Walker. Mr. Nichols. Mrs. Marteau. Mr. McDonnell. Mr. Pettipies. Mr. Coe. Mr. Cho. Mr. Singh. Mr. Bisson. Mr. Vantoff. Mr. Tabbins. Mr. Miller Hamilton East Stony Creek. Ms. Taylor. Mr. Natashak. Ms. Armstrong. Madame Jelena. Ms. Fife. Mr. Monta. Mr. Hatfield. Mr. Gates. Ms. French. Opposed, please rise. Tous ceux qui sont contre se lèveront, attendront être nommés par le greffier. Oui, 85, non, 0. Les oui étant 85, les non étant 0, je déclare la motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Alors, nous demandons la troisième lecture du projet de loi, ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, Comité permanent des affaires gouvernementales. Le député de Mississauga-Erindale invoque le règlement. Monsieur le Président, nous marquons Wasaki aujourd'hui. J'aimerais donc profiter de l'occasion pour inviter les députés et les invités d'assister aux événements qui seront tenus dans la salle 247. La députée de Brampton-Springdale. Ma tante et mon oncle m'y visitaient et étaient dans la tribune plus tôt, donc j'aimerais vous les présenter. Sergey Gillen, Jukinder Gill, ministre de la Sécurité communautaire. Rappel au règlement. Je voudrais souhaiter la bienvenue à l'Association ontarienne des services de police. Et ils auront une réception dans la salle 247 à 17 h. Il n'y a pas d'autres votes différés. Les travaux de la Chambre reprendront à 15 h.